La communauté éducative s'est endormie choquée le 26 mai 2026 dernier. Dans une école à Yaoundé, capitale politique du Cameroun, a donc éclaté une gigantesque affaire de scandale, un scandale de mœurs. La petite Joyce Naval, 3 ans, a été violée, selon les déclarations de la famille, au sein de l'école qu'elle fréquente depuis peu. Une affaire qui a suscité l'indignation des femmes qui se sentent mobilisées, faisant bloc pour dénoncer un tel acte, non sans inviter l'État à la protection des mineurs, mieux, des enfants de plus en plus en danger dans une autre société, une société camerounaise. De la petite Orphée à Joyce Naval, en passant par Divine Baga, entre autres, les agressions sexuelles sur les enfants deviennent légion. Un phénomène effrayant qui pourtant avance à grand galop est sur le point d'assiéger les villes camerounaises tout entières sous le nez et la barbe des pouvoirs publics. Le cas Joyce Naval est donc le dernier en date et qui remet sur la table une question qui peut être dérangée, mais qui pourtant nous sert de grille d'analyse de ce nouveau fait social. Quel plaisir peut-on éprouver dans les parties intimes immatures quand même d'un enfant de 3 ans? S'il est avéré que ses organes sont moins préparés pour un acte sexuel ordinaire, alors comment expliquer que cela fasse bander des agresseurs si on est en droit de s'interroger sur des questions à savoir si les auteurs évidemment de cet acte immoral ne sont pas sous l'emprise des forces maléfiques assoiffées de sang et qui font de ces agressions des moments de rituel luciférique. L'état des lieux de ces innombrables agressions impose-t-il un état d'urgence? Pasteurs, psychologues, sociologues et hommes politiques croiseront dans le regard sur cette dangereuse question de Mars en total déphasage d'avec les valeurs ancestrales africaines. Nos analystes, le temps d'un débat, revisitent aussi le projet de blocage de 700 000 téléphones ayant échappé à la douane camerounaise. Du projet de blocage au sursis des autorités, un volte-face du gouvernement qui interroge le pourquoi et le comment de ce recul subit. Refus des entreprises des téléphonies ou alors crainte d'une crise sociale à l'approche d'une année électorale, tout y passe comme question. Et puis, examen officiel, le bac d'hier à aujourd'hui, le diplôme garde-t-il toujours son prestige d'antan alors que deviennent justement, ou alors deviennent tout simplement une sorte de piège qui jette le nouveau bachelier dans les abysses du chômage? 3 sujets à un seul plateau, des débats ou encore un débat sans détour et sans langue de bois, taillé à la mesure des esprits libres épris de quête de justice sociale et de vérité. Madame, Messieurs, une fois encore, ce soir, merci de nous renouveler votre confiance. Bienvenue à Accent 237. Sur le plateau, pour mener ce débat, honneur aux femmes. Docteur Marcel Simot, bonsoir et bienvenue sur ce plateau, sur lequel d'ailleurs vous êtes habitué. J'ai envie de dire un bonsoir dominical à vous déjà, monsieur Merci. Enom, et puis aux hommes que je vous laisse le soin de présenter. Bonsoir à tous ceux qui nous regardent ce soir. Vous allez plutôt vous rapprocher, ce sera... voilà, merci. Alors, déjà, il vous souvient que notre dernier passage avait fait tellement de chaleur. Ce soir, on est plus calme, j'espère. Oui, c'est un pas en avant et bravo. Merci, docteur Marcel Simot. Sur le plateau également, un vieux de la vieille, évidemment un cadre de la presse, Pierre Claver Ankodo. Vous êtes journaliste. Vous êtes panafricaniste, souverainiste, et puis vous êtes communicant du PURS. Bonsoir, Pierre Claver Nkodo. Bonsoir Xavier, bonsoir à mes copanélistes, bonsoir à vous, milliards de téléspectateurs dans le monde et au-delà. C'est toujours le même plaisir que je partage votre programme ce soir. Alors, et justement sur ce plateau, Nadal Benkom, vous êtes communicant du MRC, le mouvement pour la renaissance du Cameroun. Il faut plutôt dire que, absent sur les plateaux de débat depuis un bon bout de temps, la communication a effectivement repris du côté du MRC, le mouvement pour la renaissance du Cameroun. Bonsoir Nadal. Bonsoir à toi, bonsoir à mes copanélistes. Effectivement, la communication a repris de belle au sein du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Et le ton a été lancé par notre président national, le professeur Maurice Kamto, depuis le mois passé. Et nous comptons envahir tous les médias, que ce soit les médias locaux ou bien les médias internationaux ou bien les réseaux sociaux. On va envahir pour pouvoir passer le message du MRC
Je vais aussi comme ça là, saluer tous mes amis politiques toujours incarcérés dans les prisons de notre République, le Cameroun, depuis fort longtemps. Et nous espérons que cette situation aura un dénouement vraiment favorable parce que ça dure. On ne peut pas être dans un État comme le Cameroun, un si grand État, et vivre ce que nous sommes en train de vivre en ce qui concerne la liberté de parole, ou bien la liberté de manifestation, ou bien la liberté tout court. Alors justement, Nadal, c'est en 20 secondes. Vous avez fui les plateaux, c'était pourquoi? Une stratégie ou alors vous avez été effrayé? Non, nous n'avons pas été effrayés, c'est une stratégie. Et, et quand nous avons décidé de nous retirer des plateaux, c'était aussi politique. Et vu que nous sortions là tout droit de l'annulation ou bien du blocage inédit et sans explication de la candidature de notre président national, nous avons dit qu'il fallait qu'on prenne un peu de recul. On laisse ceux qui étaient choisis par le régime d'aller à l'élection présidentielle et après nous reviendrons. Et ça nous a permis de faire notre mue. On a compris beaucoup de choses et voilà pourquoi on s'est relancé. Alors, on s'attend à ce que lors de la prochaine législature ou encore les prochaines élections législatives ou alors municipales, que la razzia du MRC qui est annoncée puisse prendre effet ou alors ce n'est qu'une chimère? Non, vous n'êtes pas obligé de répondre à cette question. Naturellement, ça va prendre effet puisque depuis avant les présidentielles 2025, oui, nous l'annoncions que nous allons faire une razzia et comme le régime d'en face sait qui il a en face, comme le MRC, a fait tous les stratagèmes que vous-même vous avez vus et que le peuple camerounais a vu pour pouvoir barrer notre candidature parce qu'ils étaient, on devait les battre après couture. Alors ça c'est... Merci. J'ai simplement envie de dire que c'est un plaisir. Hein. Je suis également très content, je crois que les téléspectateurs aussi, et de revoir le MRC parce qu'il y avait une phrase que j'entendais plus. Nous saluons nos prisonniers politiques. Vous voyez, c'est revenu et j'ai souri. Donc je suis contente de revenir. Alors cette phrase, elle est revenue et cela vous fait plaisir. Et voilà, ça nous avait manqué cette phrase-là. Merci, nous avons également en ligne pour participer à ce débat parce que les questions sur lesquelles nous allons débattre ce soir sont des questions sociétales et quelquefois techniques. Nous avons certainement besoin des hommes de Dieu et surtout des psychologues pour comprendre. Parlant justement de cette question de mœurs, il vous souvient justement le 26 mai dernier, cette affaire qui a défrayé les chroniques et d'ailleurs ayant fait les choux gras de la presse, la petite Joyce Naval a donc été violée dans son établissement. Des versions qui s'entrechoquent, qui se contrecarrent, pratiquement qui se contredisent. Est-ce à l'école que la petite fille a été violée ou la petite fille a été violée ou alors à la maison familiale? La question reste toujours posée, mais intéressons-nous aux faits même, c'est-à-dire ces viols, un phénomène qui prend de l'ampleur dans nos sociétés. Et du coup, nous avons en ligne Martial Nuefeman, lui qui est psychologue. Martial Nuefeman, bonsoir et bienvenue sur ce plateau. Bonsoir, Monsieur Elon. Bonsoir à vos invités sur le plateau. Un grand bonsoir à Dr Marcel Simon, avec qui j'ai eu l'opportunité de partager un plateau. Je suis très heureux d'être une fois de plus invité à ce café scientifique. Vous savez que j'ai dû baptiser votre émission un café scientifique. Merci. Parce que c'est ce concept qui sied vraiment à votre émission. Et merci de permettre que, comme je vous disais ce matin en off, de sensibiliser vos téléspectateurs, mais le grand public, à des questions comme celle-là, des questions de pédophilie, des questions de violence sexuelle sur enfants, et question d'outiller le Camerounais lambda à se prémunir et à savoir faire face à ce genre de fléaux, de danger. Alors justement, en parlant de ces fléaux, on a essayé de comptabiliser plusieurs faits. La petite Orphée d'abord, Divine, Barga et bien évidemment aujourd'hui la jeune Joyce Naval, entre autres cas qui n'ont justement pas été élucidés ici. Est-ce qu'on va se dire que cet état de lieu impose une sorte d'état d'urgence, docteur, ou encore Martial Nuefeman? État d'urgence, oui. État d'urgence dans ce sens que c'est suffisamment grave. État d'urgence parce que c'est un véritable problème de santé publique qui est en train de se propager. État d'urgence parce que si on ne fait rien, comme je vous disais à l'une des productions que j'ai faites avec vous, il y a 2 mois, on aura affaire à des serial killers qui vont faire vraiment des gaffes. Alors, état d'urgence parce que cette situation va affoler les populations. Cette situation va créer une psychose, entre guillemets, qui va faire qu'on risque d'arriver à un moment donné où on ne maîtrise pas, on ne contrôle pas. Et vous connaissez bien le concept de justice populaire. Il faut éviter qu'on en arrive
à avoir de la justice populaire parce que finalement, les gens sont épuisés d'avoir ce type de phénomène qui en face on n'a pas nécessairement une réponse adaptée. Alors, on reste avec vous. Vous aviez parlé de café scientifique. Entrons dans la science un tout petit peu, le temps d'une émission. Alors, on sait justement que lorsqu'il y a un acte sexuel, c'est qu'un homme a vu une dame et dont les traits et les caractères sexuels secondaires développés entraînent forcément une certaine réaction. C'est-à-dire le cerveau qui libère les neurotransmetteurs et l'information passée entraîne une réaction. Lorsqu'on est en face d'une fille de 3 ans, comment expliquer qu'un homme puisse bander? Disons les choses telles qu'elles sont. Est-ce une maladie ou de la sorcellerie? Alors, pour répondre directement à votre question, nous sommes d'abord là dans la maladie mentale et nous parlons là de pédophilie. Ben, la pédophilie, c'est le fait pour un adulte d'avoir une attirance sexuelle pour un mineur et d'avoir des activités sexuelles avec des mineurs. Pour être pédophile, déjà, il faut au moins avoir 5 ans de plus que la victime et être âgé d'au moins 16 ans. Ça, c'est le premier critère. Mais disons que nous avons, selon la littérature et l'expérience clinique, environ 2 ou 3 profils de pédophiles. Ben, les premiers profils de pédophiles, ce sont des impulsifs, ce sont des personnes qui vont agir sur le coup. Ils voient l'enfant, la pulsion sexuelle monte et il va agir. En général, ils vont être très violents, ils ne vont pas éprouver de la culpabilité, ils vont être incapables de se mettre à la place de l'enfant qui souffre. Ben, le deuxième profil, ce sont des prédateurs, ce sont des personnes qui vont planifier. C'est-à-dire que ce sont des personnes qui vont entrer dans le quotidien de l'enfant, se familiariser avec l'enfant, qui vont attirer l'enfant et finalement créer comme un piège. Donc, ils sont très patients, ils sont très séducteurs. Ce genre de pédophiles sont vraiment des pervers, c'est-à-dire qu'ils vont éprouver du plaisir à voir l'enfant souffrir, même si l'enfant a 3 ans. Le troisième type de pédophile qu'il ne faut pas négliger dans un contexte comme le nôtre, sociopolitique, quand je dis ça, je dis rien, mais c'est que vous avez des pédophiles circonstanciels qui vont répondre à des logiques ésotériques, qui vont poser des actes parce que pour avoir une ascension politique, une ascension économique, une ascension professionnelle, ce sont des exigences dans les cercles auxquels ils vont appartenir. Donc à ce moment, faire de l'inceste ou avoir un acte de ce genre est une recommandation, est une condition sine qua non pour avoir ce qu'on veut. Ben, c'est pour ça que vous allez voir, même si ce n'est pas très relayé, des parents, des hauts placés, administration ou pas, mais qui vont avoir des relations sexuelles avec leurs enfants. Et ils ne vont pas le faire de gaieté de cœur. Donc là, ils sont des profils circonstanciels. Mais ce qui revient chez ces 3 profils, c'est que ce sont d'abord des pervers. Ce sont des pervers. Et comme je vous disais une fois, le pédophile est quelqu'un d'insoupçonnable. Et c'est pour ça qu'il sera très compliqué pour les forces de l'ordre d'appréhender un pédophile. Parce qu'ils sont insoupçonnables. Rappelez-vous, il a fallu des années plus tard pour qu'on se rende compte que des religieux avaient cette pratique quotidienne. Donc, c'est plus tard, 50 ans plus tard, que des enquêtes remontent, mais c'est parce que justement, le pédophile peut être un religieux, il peut être un enseignant, il peut être n'importe qui vraiment. Il est vraiment très, très quotidien. Alors, c'est-à-dire le genre de personne qui vont menacer l'enfant. C'est-à-dire le genre de personne qui peut bénéficier d'une certaine crédibilité sociale. Exactement. Ils vont généralement et presque toujours bénéficier d'une crédibilité, mais justement parce qu'on ne peut pas s'imaginer. Je suis presque sûr qu'avant cette production, vous imaginez difficilement un enseignant avoir ce type de réaction ou de comportement, mais parce qu'on connaît bien ce qu'on met d'enseignants dans notre pays, ils sont des personnes disciplinées, etc. Mais aujourd'hui, vous voyez que cela va déconstruire cette croyance. Donc, le pédophile est vraiment l'individu lambda, séducteur, et qui est crédible. Si vous voyez l'affaire que nous avons décryptée, vous venez de parler de ça, il s'est passé toujours à Yaoundé, mais c'était le voisin. L'affaire Divine Barga. Exactement, le père du camarade de l'enfant. Elle y allait tout le temps, donc vraiment impossible de se dire que monsieur X peut avoir ce type de réaction. Donc voilà à peu près le profil typique du pédophile. Et vous voyez que si vous retracez toutes les dernières affaires que nous avons eues concernant les pédophiles, vous allez voir qu'ils vont entrer dans l'un ou l'autre des profils que nous venons de dresser. Merci. Martial Mefeman, on vous garde en ligne. Alors, Nadal Benkom,
les cas de pédophilie qui s'amoncellent au fil des ans, est-ce qu'il faut peut-être, j'allais dire, convoquer les pratiques ésotériques ou alors des maladies? Si tel est le cas, est-ce que notre société, en l'état actuel, est-ce qu'elle a échoué quelque part? Disons les choses telles qu'elles sont. Est-ce que l'État a échoué selon le MRC? Non, en réalité, l'État a échoué. Parce que vous avez souvenance qu'il y a quelques mois, le président de la République, M. Pobia, qui gère ce pays, a prêté serment. Oui. Et quand il prête serment, c'est pour protéger les Camerounais. Et depuis un certain nombre d'années, nous nous rendons compte que les Camerounais ne sont pas protégés. Si déjà ces enfants innocents, vulnérables, ne se sentent pas protégés, ô combien nous, les adultes, nous serons protégés. Ça veut dire qu'il a failli, et ce régime a failli à sa mission. La première des choses, quand on veut faire la politique, c'est aimer les gens. Et quand vous aimez les gens, vous devez les protéger. Le Camerounais ne doit pas se sentir en insécurité parce que l'État n'est pas présent. Voyez-vous, depuis qu'on parle de ces viols, de ces agressions sexuelles, de ces violences sexuelles, l'État n'a pris aucune mesure drastique pour pouvoir éradiquer. Parce que nous allons accuser, oui, bien évidemment, dans nos familles, il y a des gens, des pédophiles, il y a des psychopathes, il y a ceux qui ont la libido tellement élevée, qui se jettent dans ces différentes pratiques-là. Mais l'État doit être là, parce qu'on dit généralement que l'État est régalien, ou bien l'État est régalien lorsque ça concerne les partis politiques qui plus le MRC, et pas pour les enfants qui sont là, qui ne demandent que de vivre. Alors justement, l'État échoué, vous le dites. Oui. Si on s'en tient à quelques mesures qui sont prises, notamment les enquêtes qui sont ouvertes, quelques personnes, ou encore les présumés violeurs qui sont mis aux arrêts, ainsi de suite, est-ce que telles mesures ne sont pas à même notamment de montrer que l'État évolue ou encore mène des actions concrètes quelque part? Nous constatons tous que toutes les enquêtes que ce régime, ou bien ceux-là qui sont chargés de mener des enquêtes dans ce pays, n'aboutissent jamais. Vous voyez, il y a même des gens qu'on arrête la main dans le sac, comme on dit généralement au quartier, mais une fois qu'il est peut-être conduit à la justice ou bien dans un commissariat, quelques jours, quelques mois après, il est libéré. Vous vous rappelez d'un monsieur qui a battu sur sa femme, il a été condamné pour 5 ans. Un an après ou 2 ans, on dit qu'il a payé une amende de 25 000 et on l'a libéré. Vous voyez, et ça ne donne pas la confiance au peuple camerounais de dire que non, nous sommes au moins protégés, ou bien nous avons des gens qui ont mis l'être humain au centre de leurs préoccupations. Tant que vous faites la politique, vous ne mettez pas l'individu au centre de vos préoccupations, vous allez foirer votre politique. Et c'est ce que nous vivons sur tous les plans. Est-ce que quand vous marchez là dehors, vous vous sentez en sécurité dans ce pays? Il faudrait qu'on se pose des vraies questions. Mais quand même, vous partez de chez vous pour arriver ici. Personne ne vous a arrêté en chemin. C'est gloire à Dieu. D'ailleurs, ces gens qui nous dirigent, ils ont fait des messes et des messes. Et ils ont dit qu'ils sont débordés. Il ne faut qu'on fasse que des prières. Eux-mêmes l'ont dit. Vous savez qu'eux-mêmes, ils savent qu'ils sont dans l'incapacité de nous fournir ce qu'on attend d'eux. Si nous sommes vivants, c'est grâce à Dieu. Parce que, croyez-moi, à chaque fois que vous soyez sur une moto, que vous soyez dans une voiture, que vous soyez même chez vous, vous pouvez être soit agressé ou perdre de la vie. Et l'État n'est pas là. Si on compare, on a l'habitude de citer les pays comme la France. La recrudescence de ces viols et des agressions sexuelles, est-ce qu'on le voit dans différents pays comme ça? Rien qu'un chat qui se perd, c'est le ministre qui descend pour parler. Il a fallu que les femmes descendent dans la rue pour faire le tenue bruit pour que l'État puisse... On a vu le sous-préfet sur le terrain. Est-ce que ce n'est pas une action déjà salutaire? Le sous-préfet sur le terrain... C'est un gouvernement qui est dans la réaction, qui n'anticipe pas. Ce n'est pas ça la gestion d'un État. Ce n'est pas ça. Il faut anticiper. Qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'on fait pour ceux-là qui ont l'intention de se jeter dans des pratiques pareilles? C'est ça qu'on doit mettre en avant. On ne doit pas attendre qu'on commette un acte et après on vient dire que non, il va falloir qu'on fasse X ou Y. Nous connaissons dans quel pays nous vivons tous. Merci. Nous connaissons tous. Merci justement. Nadal Benkom, sur ce plateau, justement, nous avons la représentante du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, d'ailleurs, c'est le parti qui est au pouvoir. Lorsqu'on regarde tout ce qui est en train de se faire, docteur Marcel Simot, au-delà de la communicante du RDPC que vous êtes une sociologue également. Peut-être qu'avec vous, on voudrait bien comprendre ce qui peut expliquer notamment cette déliquescence de nos valeurs sociales et bien entendu, est-ce que l'État a véritablement échoué avec vous? C'est-à-dire, cette partie-là, on estime que c'est la militante
du Rassemblement démocratique du peuple camerounais qui parle. Malheureusement, j'ai envie de dire que pour une thématique comme celle-ci, c'est la sociologue qui va s'exprimer. C'est Oui. une évidence. Et tout à l'heure, j'ai peut-être aimé la présence, le retour du MRC avec cette phrase, mais je n'ai pas envie d'être très vite déçue du retour du MRC avec cette politisation des faits sociaux aussi grave. Parce que je leur dis souvent, c'est ça le problème avec vous. À un moment, vous voulez bien avoir le pouvoir, mais lorsqu'on parle des choses sérieuses aussi graves, si vous n'avez rien à dire, c'est mieux taisez-vous. Alors, On parle d'un fait social, du Oui. viol. Et on a eu la chance, d'avoir un psychologue qui vous a sorti ce qu'on appelle généralement le portrait. le portrait robot. Le portrait sociologique. Nous, on appelle ça le portrait sociologique de 3 types de pédophiles. Mais quelqu'un vous parle de l'État et vous dit comment la protection, mais il ne voit pas la société dans laquelle nous vivons. J'ai envie de le dire ici, que malheureusement, la société camerounaise, je l'ai toujours dit sur des plateaux, sur d'autres cieux, est malade. Ça, il faut le dire. On a une société... La faute à qui si elle est malade? À tous. Et en, J'y arrive, et en premier, à tous. et en premier à l'État, premier peut-être. élément, puisque nous parlons des enfants, Oui. j'interprète les parents. J'interpelle le premier élément qui est le parent. Parce que la famille est la première cellule de Socialisation. Permettez, souffrez que je termine. Souffrez que je termine. non, Je vous ai écouté. Non, non. Vous voulez que je vous laisse raconter? Alors, vous allez... Je ne peux pas accepter Alors, qu'on jette du tort sur la famille. Sur la famille, Nadal, on va faire ceci. C'est-à-dire qu'ils Nadal, sont revenus et on va revoir ce genre de jeu. Nadal, on va Oh là faire là. ceci. On va faire simple. Ils sont revenus. Par élégance, on se dit que chacun a un tour de parole. C'est-à-dire chacun a droit à la parole pour permettre aux auditeurs et aux téléspectateurs qui sont à la maison de mieux cerner. Alors, justement, vous parliez... de violence sur mineurs. Oui. Et je vous dis bien que tout le monde est interpellé. Vous avez parlé des parents. Premier C'est pas une maillon de histoire de socialisation. l'État. Oui. Ce n'est pas une histoire de l'État, simplement en parlant du gouvernement. Non, il faudrait qu'on soit sérieux avec nous-mêmes. Prenons le cas de la petite que nous avons sur la main. Et vous aviez dit, heureusement que vous aviez conjugué, vous aviez été très prudent en démontrant que ça pourrait se passer à l'école. Mais on a vu le ministre de l'Éducation de base réagir et a démontré clairement que ce phénomène ne s'est pas produit à l'école, puisque nous avions eu la maîtresse de l'enfant qui dit avoir joué du vélo avec la fille. L'enfant. Et sur le plan scientifique, une fille qui vient d'être agressée sexuellement ne peut pas. Mais ça reste encore à démontrer, non, docteur. Je veux dire les éléments. On a des acteurs qui ont intervenu, c'est-à-dire des acteurs qui étaient dans l'action. On a la maîtresse, on a le parent, c'est-à-dire le père, la mère. Oui. Et puis essayons d'écouter tout ce qui a été dit. L'enfant, la maîtresse vous dit, je venais de jouer le vélo, de faire du vélo avec ce bébé de 3 ans. Et on sait ce que c'est que du vélo. L'enfant a les pieds écartés sous un instrument bien, c'est-à-dire qui met en contact avec ses parties intimes. Oui. Donc s'il y avait un acte comme celui-là, il y aurait de la douleur. Et elle le faisait toute souriante. On nous a fait comprendre cela, la maîtresse. Et la maîtresse vous dit, le papa est venu chercher l'enfant, amené à la maison. La maman retrouve l'enfant pendant qu'elle veut nettoyer le bébé. Elle constate qu'il y a des choses qui ne vont pas. Mais la première question qu'on se pose, là maintenant, c'est la mère qui parle. Je constate que quelque chose ne va pas sur mon enfant. Mais rassurez-vous, nous sommes tous d'accord, je ne resterai pas assise. Une situation comme celle-là, la maman s'est couchée et a dormi. Essayons de nous poser des vraies questions. C'est pourquoi je demande aux parents de revenir à leur véritable rôle. Parce qu'on parle de protection des enfants. Il y a l'État qui protège les enfants. Mais j'ai envie de dire, le premier protecteur de l'enfant, ce sont ses parents. Alors, on reste avec vous, avec les parents, en 1 minute. Oui. Aujourd'hui, la société camerounaise traverse des difficultés incroyables. Incroyables, parce que hier, on sait sous quel modèle la société était justement bâtie ou encore arc-boutée. C'était la mère qui protège l'enfant, le père qui va justement à l'assaut de la vie. Alors, dans un contexte de ménage à 2 apporteurs, est-ce que quelque part aussi, la faille ne vient pas de là, c'est-à-dire un État qui ne protège pas suffisamment? Je vais aller plus loin. Moi, je pense qu'aujourd'hui, et quand je parle des parents, c'est qu'aujourd'hui, les parents ne mettent plus l'accent sur les véritables priorités. Moi, je démontrais à un papa ou alors à une maman, aux parents, en disant, lorsque vous dites, c'est parce que la condition de vie sont très souvent difficiles, on va chercher de l'argent, et je leur demande, quand vous finirez de chercher des milliards et que vous retournerez à la maison, si vous ne trouvez personne, à quoi servira ces milliards? À rien. Ça veut dire qu'à un moment, il faut établir les priorités. Et lorsqu'on établit des priorités, je veux dire quoi? Lorsque nous sommes des mamans qui avons des enfants, lorsqu'on a un enfant d'un certain âge, il y a un type d'activité qu'on devrait mener en fonction de l'enfant qu'on a sous la main. Et plus il grandit, plus on adapte nos activités. Et même au niveau du fonctionnaire que nous sommes, nous adaptons nos activités en fonction de l'évolution de nos enfants. Mais aujourd'hui, malheureusement, les parents
j'ai pas envie de dire on tournait le dos à cette protection parentale-là pour embrasser totalement la recherche effrénée du gain. Sous le prétexte, sous le prisme de la vie est dure, il faut se battre, l'État ne nous donne plus rien. Je leur dis, mais attention, parce qu'en réalité, tout cet argent que nous cherchons, tous ces efforts que nous fournissons au quotidien, c'est pour qui? C'est pour ces enfants. Alors, vous garderez la question. Je continue à dire, si on fouille plus loin, on verra donc qu'il y a une plus grande responsabilité parentale. Quand j'ai entendu quelqu'un vous dire que l'État ne fait rien, j'ai voulu vous rappeler le musicien qui aujourd'hui est dans les geôles pour avoir violé ses filles au point d'en enceinte. Vous vous souvenez, vous voyez de qui je parle. Oui. Donc, qu'on ne vienne pas vous raconter des choses, c'est-à-dire raconter comme si on était dans un théâtre. Non, il y a des réalités concrètes. On sait dans nos jeux, dans nos prisons, beaucoup de pédophiles sont dans nos prisons aujourd'hui et ils n'en sortiront certainement on sait aussi plus. Beaucoup de pédophiles qui, une fois interpellés, sont immédiatement relaxés. Vous gardez la question. C'est dommage. On va revenir tout à l'heure. Alors, voilà. Pierre Claver-Nkodo, on est dans une société où de plus en plus le phénomène prend de l'ampleur. C'est pratiquement à grand galop. Il ne se passe plus un seul mois ou alors une semaine sans qu'on entende parler d'une petite fille qui a été violée, parfois à double sens. Mais pour l'homme politique que vous êtes, est-ce que la politique sur laquelle est axée la gouvernance actuelle peut être questionnable ou alors c'est tout simplement une nouveauté peut-être prise ailleurs? Non, la politique devrait s'impliquer davantage. Et, il faudrait aussi relever qu'au niveau de la gouvernance publique, il y a quand même beaucoup de choses en pointillé. Mais pour revenir sur le cas de la propension des viols, des cas de féminicide, c'est des cas sociaux. Et ces cas sociaux sont alimentés. L'expert a révélé 3 catégories. Oui. Et moi, je vais m'attarder sur la 3e. C'est-à-dire... cette personne qui est insoupçonnée, c'est-à-dire une sorte de... Non, magico-mystique. Oui, le magico-mystique. Vous savez, peut-être que ça vous avait échappé, les campus, même les collèges, sont devenus des lieux de recrutement par excellence des sectes ésotériques, sous la promesse d'un accomplissement individuel. D'un avenir meilleur. Oui, d'un avenir meilleur. Vous ne pouvez pas imaginer combien de jeunes sont rentrés dans ces histoires et qui veulent aller très vite pour justement bénéficier de ce fameux accomplissement qui leur est promis. C'est pas à rigoler, c'est très grave. C'est des pratiques qui prennent une propension que vous ne pouvez pas imaginer. Heureusement que ça se passe un peu dans des chambres closes, dans des maisons closes, mais c'est très grave. Mais donc, si vous cherchez... beaucoup de personnes, peut-être des mauvaises langues, disent également que c'est peut-être en haut lieu, du haut lieu que cela part. Quelqu'un a parlé tout à l'heure de ces parents qui violent leurs propres enfants. Ça, c'est courant. Tout ceci est dans la conscience du fait que les gens embrassent certaines pratiques dont ils maîtrisent certainement pas les tenants et les aboutissants. Donc ces enfants sont des innocents qui méritent d'être protégés, non seulement par l'État, mais d'abord par leur famille. Parce que lorsque vous suivez ce qui est dit pour le cas de la petite Joyce, vous commencez à vous interroger où est-ce qu'elle a été violée. Et comment est-ce que vous imaginez que la maman qui a constaté que quelque chose n'allait pas se couche et attend jusqu'au lendemain. Il y a quelque chose qui ne va pas. Donc je pense que les résultats de l'enquête vont déterminer, non seulement vont parvenir à trouver l'auteur de cet acte ignoble, mais aussi à dégager les responsabilités, même au sein de la famille. Il n'est pas normal qu'une maman trouve que sa fille chérie ne va pas bien, s'endort calmement et attend le lendemain pour sonner. Alors Pierre Claver, sur ce plateau, Nadal justement évoquait le fait que parfois les responsables, alors les présumés auteurs de ces actes ignobles sont arrêtés et immédiatement relaxés. Quand les complicités sont au niveau le plus haut, est-ce que cela ne pose pas un autre problème? Ça pose un énorme problème. Vous vous rappelez du cas de cet enfant, ce garçon qui a été violé par l'ancien chef d'antenne Elekam à 100 Milima, je crois, ou à Ebolova, et qui s'est retrouvé relaxé. Il a fallu la pression des organisations de défense des droits humains pour qu'il rentre en prison. Vous avez entendu parler de ce cas? Donc on parle maintenant de ce qui se passe dans les villes, dans les grandes métropoles. Mais qu'est-ce qui nous dit que dans l'arrière-pays, ce n'est même pas pire? Parce que là-bas, il n'y a pas une communication fluide. Donc, bref, c'est un phénomène qu'il faut combattre. L'État doit le faire, mais les familles aussi doivent prendre le taureau par les cornes. Combattre un tel phénomène, oui. Est-ce que ce n'est pas... Il ne faut pas avoir une machine judiciaire assez forte. La question reste en suspens. Écoutons et regardons cet élément. C'est d'ailleurs une dame qui, ce soir encore, a laissé un témoignage qui glace pratiquement le sang. À la suite, naturellement, de cette affaire Joyce Naval, elle s'est donc dévoilée, elle s'est adressée via les médias sociaux à la population camerounaise tout entière
pour non seulement, on va le dire, s'insurger contre un certain nombre de pratiques dans nos appareils ou encore dans notre appareil judiciaire. Regardez cette image ensemble avec nous et on vous revient. Je vis à Guidère. Il y a 2 ans, j'ai fait la douloureuse découverte que mes enfants scolarisés à Guidère ont été violés puis prostitués. Dans un premier temps, j'ai pensé que c'était des enseignants, qu'il s'agissait des enseignants. Donc, une plainte est déposée au commissariat de sécurité publique et 3 enseignants sont interpellés d'entrée de jeu. Après 48 heures de garde à vue, ils sont déférés devant le procureur et libérés sous caution. Ce que je trouve grotesque, parce que pendant l'enquête, et je pense que c'est ce qui a fondé la décision des policiers de les tenir enfermés pendant 48 heures, les enfants ont donné des détails, des traits particuliers qu'ils ne pouvaient avoir vus que si ces hommes s'étaient dénudés. Dont ils sont libérés, je suis sous le choc. Quand je remonte vers le commissaire pour lui demander, mais il faut qu'on continue les interpellations, puisque là, les enfants citaient les noms qui sortaient, le nombre grandissait chaque jour. Le commissaire me dit qu'il n'a pas reçu commission rogatoire du procureur, donc je me trouve dans l'obligation de commencer l'information judiciaire. Et devinez quoi, le juge d'instruction qui a libéré les enseignants, lors de la première audition de mon 2e enfant, il est directement identifié comme étant le proxénète en chef. À l'époque, il n'a pas de voiture, il s'appelle Yogo Alain Thomas. Il venait chercher 3 frères, 3 enfants qui ne lui appartiennent pas dans une école, les mettait sur une moto pour les emmener parfois à l'hôtel, quand ceux qui voulaient ces services-là étaient dans un hôtel ou alors à leurs différents domiciles. C'est vu et c'est connu de tous. Donc, quand je l'apprends, je dénonce les faits. J'écris au président de la cour d'appel à travers une demande d'intervention pour lui dire que le juge chargé de l'information judiciaire, voilà ce qui s'est passé. Je suis même allé jusqu'à faire appel de son ordonnance de renvoi. Je suis désolé, j'ai appris toutes ces expressions sur le terrain. Mais 2 ans après, rien n'a vraiment changé à Guidère. Les différentes plaintes qui ont été initiées ici, des affaires pourtant avec des ordonnances de renvoi déjà datant de plus d'1 an, presque aucune n'a été enrôlée. Une seule sur 3 a été enrôlée et c'était à mon insu. L'intention à l'époque était de prononcer une décision libérant, relaxant le mis en cause parce que je ne me suis pas présentée et dites-vous bien, je n'ai pas été notifiée ni de l'ordonnance de renvoi ni des dates d'audience. C'est lorsque je surprends une audience que là, on a fini par m'impliquer. Et même cette affaire, elle est tombée aux oubliettes. Donc, je viens lancer un véritable appel à l'aide. Je crois que les faits sont assez graves. L'un des premiers ministères que j'ai saisi était le ministère de tutelle de Minéduc. C'est 1 an après que j'ai vu une délégation arriver à Guidère. Pendant que je me disais que j'allais entendre leur indignation, j'allais voir des mesures assez sévères prises parce que les faits quand même sont aberrants, que des enseignants violent et prostituent des enfants qui leur sont confiés à l'école. J'ai été plutôt étonné. Les membres de la délégation ont commencé de façon douce à me dire que mais j'ai mes moyens, pourquoi je ne pars pas me refaire ailleurs? Quand je leur ai montré que pour moi il est totalement inadmissible que de tels faits soient laissés impunis, on m'a dit de façon ouverte et directe que cette affaire je vais la perdre et que le ministère public est assez puissant. Alors je viens appeler à l'aide parce que j'ai saisi tour à tour presque toutes les autorités qui pouvaient intervenir dans ce domaine, dans notre pays. La présidence de la République a été saisie, le ministre de la Justice plusieurs fois, le secrétaire d'État à la Défense, le délégué général à la Sûreté nationale, et jusqu'ici, rien n'a bougé, rien n'a vraiment bougé. Je voudrais vous dire que les faits qui vous ont été portés, et je doute fort qu'ils vous aient été portés parce que ce système, cette nébuleuse est assez subtile, mes dossiers disparaissent, et c'est comme si toutes ces correspondances étaient frappées d'invisibilité. Donc je voudrais vraiment appeler à vous pencher sur le cas de Guidère. Je voudrais que chaque parent sache dans notre nation que les écoles, certaines, sont devenues des centres pilotes où on expérimente des choses impressionnantes sur vos enfants. Oui, vos enfants. Au jour d'aujourd'hui, je parle, et je parle à visage découvert. Mais vous allez peut-être penser que non. C'est l'affaire d'une seule famille. Oh que non, c'est faux. Pendant les enquêtes, mes enfants ont parfois cité d'autres enfants qui avaient été, à un moment ou à un autre, impliqués dans cette chaîne. Et j'ai été étonnée de voir que les parents se sont tus, pour la plupart, n'ont pas voulu parler.
Mais je crois que quand les noms ont commencé à défiler, j'ai compris qu'il y a des parents qui préfèrent garder le silence par peur de représailles. Ce même système a poursuivi en diffamation. C'est-à-dire, on a monté ces enseignants qui ont déposé une plainte devant le procureur de la République, qui fait partie des magistrats qui sont poursuivis pour viol, complicité de viol et proxénétisme. Donc, il a reçu une plainte, il a enrôlé l'affaire pendant que mes affaires ne sont pas passées. C'est-à-dire, pendant qu'on n'a pas prouvé que je diffame, que ce que je dis, mes allégations sont non fondées, les enseignants ont initié une plainte qui a été enrôlée et j'ai été poursuivi en diffamation. Il a fallu que je leur oppose un sursis à statuer. Du même... Voilà donc la situation, description, Nadal Benkom. Lorsque des faits comme ceux-ci sont peut-être attribués aux gens ou encore aux personnalités qui appartiennent à l'appareil judiciaire, est-ce qu'on va se dire que sur le plan judiciaire et même sur le plan, comment ne pas le dire, juridique, notre appareil est en panne? Est-il suffisant ou alors défaillant? Il est bien vrai que c'est vous qui posez des questions, mais j'aimerais poser une question. Est-ce qu'elle est militante d'un parti politique? C'est une question rhétorique, on imagine que vous allez répondre vous-même. Voilà, donc pour faire comprendre aux spectateurs et téléspectateurs que ce que je disais ici, voilà qu'elle a avoué à visage découvert ce qu'est notre État qui ne protège pas ses citoyens. On dit oui, la faute est aussi aux parents. Les parents, ce système gouvernant a mis en branle un mécanisme qui fait en sorte que la famille n'est plus à même de prendre en charge ses propres enfants. Vous venez tantôt de dire ici, dans une famille où le papa va chercher et la maman va chercher également. La maman à droite, comment on fait pour sécuriser les enfants? Oui, on peut même avoir l'amabilité ou bien l'envie de sécuriser nos enfants. Mais une fois qu'ils ont franchi le seuil de la porte, on ne sait pas ce qui se passe à l'extérieur. Là, elle vient de parler d'une école. Là, où est la famille à cet instant? Il n'y a pas la famille à cet instant. Pourquoi? Parce que ces enfants sont hors de la maison. Alors, justement, à l'école, ils devraient censés être plus protégés. Protégés parce que c'est toujours le démembrement de l'État. Alors, si on prend le cas de cette histoire qu'elle raconte, c'est-à-dire qu'il y a une autorité judiciaire qui vient enlever les enfants pour les amener dans une chambre d'hôtel, les soumettre à une sorte de proxénétisme, où sont passés les responsables, le directeur d'école, le gardien, ainsi de suite? Est-ce qu'on va se dire que tous sont complices? C'est une complicité. Vous vous rappelez du feu Atibaïne, oui, de son livre Magico Alnat qu'il avait écrit. Lesquels noms citait dans ces livres? Ces livres ne sont pas interdits, ça se lit dans ce Cameroun et ça se vend. On citait les noms des responsables de ce pays, ceux qui dirigent ce pays. Charles Atibaïne qui était membre du comité central du RDPC. Ça veut dire que ces gens-là sont d'abord les promoteurs de cette activité. Nous sommes tous assis ici. Et ils le savent, les coins où si on va trouver des endroits où il y a certaines pratiques qui se passent et qui n'est pas acceptable par la société. Nous connaissons ici des endroits où on va trouver telle catégorie de personnes, telle catégorie d'individus, les immeubles où on peut aller là, retrouver les jeunes filles de moins de 15 ans, 18 ans, qui vont se mettre en branle avec des papas qui ont au-delà de 15 ans d'âge sur eux. Nous le connaissons tous. Et ceux-là, les fins lignés, qui disent souvent qu'ils sont des fins lignés, le savent. Ils ont des renseignements, ils savent comment ça se passe. Vous vous rappelez aussi qu'il y a de cela quelques années, le film de Mimboman, ces jeunes filles qu'on tuait ont décapité. Tout à fait. Est-ce que le gouvernement... Les crimes rituels de Mimboman. Les crimes rituels, on les violait avant de les décapiter. Et c'était des jeunes filles. Il y en a comme ça à foison. C'est pourquoi je dis, notre État nous a laissés. Chaque famille, ce que je peux passer comme message à chaque famille, c'est de se sécuriser elle-même et sécuriser ses enfants. Parce que si on doit compter sur l'État, on n'y arrivera pas. Parce que cet État a déjà déménagé. Et ça nous montre, ou bien ça montre aux yeux du monde en entier que ce régime est à la fin de règne. Parce que passer 43 années ou 44 ans déjà bientôt, et ne pas arriver à veiller sur des enfants comme ceux-ci, ça veut dire qu'on échoue sa politique. Quand on dit que la jeunesse est le fer de lance de la nation, quel genre de ces enfants qu'on viole, et ça le fer de lance de la nation demain? Les enfants violés, les enfants violentés, les enfants torturés. C'est cette jeunesse-là qu'on veut faire des Camerounais de demain qui prendront les rênes? Non, je ne pense pas. Merci, Nadal Benkom. Alors, docteur Marcel,
Marcel Simon, vous avez écouté justement ce témoignage de cette dame, mais il y a une partie qui était assez intéressante. Dit-elle, lorsque je me suis plainte, on m'a dit, ce procès, tu vas le perdre, parce qu'il y a des hautes personnalités qui sont là. Est-ce que c'est le portrait de notre société? Vous avez dit notre société malade, mais si le système judiciaire qui est censé protéger est lui-même englué dans ce qui semble ressembler, par exemple, au magico-anal, ou alors comment faire? Comment les populations peuvent-elles faire pour s'en sortir? Je n'ai pas envie de dire que c'est le portrait de notre justice parce que ce serait. C'est une question, c'est une question. Oui, c'est une je question. vais répondre à votre Voilà. question. Je ne vais pas dire que c'est le portrait de notre justice parce que c'est extrêmement faux. Vous vous souvenez, avant le cas Nadal, il y avait un autre cas Yaoundé. Vous avez tout à l'heure appelé son nom. Divine Barga? Voilà, Divine qui. Et puis sur les réseaux, il y a un enseignant qui a dit c'est bien faire pour elle. Vous vous souvenez de cet enseignant-là? Qu'est-ce qu'elle allait faire? Qu'est-ce qu'elle allait chercher chez ce tonton? Et très rapidement, vous savez où se trouve l'enseignant aujourd'hui. Non seulement il a été relevé de ses fonctions, mais il a été. Alors justement, on vous relance juste. Beaucoup de personnes qui suivent toute l'actualité camerounaise se disent aussi que même les enfants des hautes personnalités du pays se livrent à des actes contre nature et rien ne leur arrive. Est-ce que ce n'est pas là des éléments qui appellent et qui encouragent des personnes qui sont orientées vers le mal de continuer à le faire? J'ai commencé par vous dire que la société camerounaise est malade aujourd'hui parce qu'on est dans un état d'esprit où aujourd'hui une violence qui est totalement développée. Le taux de féminicide, vous voyez que c'est extrêmement élevé aujourd'hui. Le taux de violence, c'est pas un homme qui a tué sa femme, c'est la femme qui a tué l'homme, c'est le père qui a tué l'enfant, c'est l'enfant qui a tué le père. Et ça traduit, n'est-ce pas, un certain malaise sociétal. Mais généralement, moi je dis souvent, c'est malheureusement ce que moi j'appelle les effets pervers de notre mondialisation aujourd'hui. Ça, il faut également le dire. Vous avez par exemple décrit, fait une anthropologie de nos sociétés hier, qui, vous convenez avec moi, n'est plus la société que nous avons aujourd'hui là. Et ça montre qu'il y a quelque chose qui a changé. Le caractère dynamique de la société, malheureusement, n'est pas un dynamisme totalement positif. Parce qu'aujourd'hui, la plupart des cas, c'est des parents, des pères qui violent leurs enfants en forme de sacrifice et parfois sous le regard même de la mère. C'est-à-dire la mère sait que c'est elle aînée qui constitue la richesse de la famille et ça ne nuit à personne. On en a des cas comme cela dans des familles. Docteur. Donc, je ne voudrais pas, permettez, pour ne pas me couper, qu'on commence à avoir une pensée que non, chez les riches, c'est aussi perceptible. C'est un phénomène qui est devenu pratiquement un fléau social et qui est perceptible dans toute la société et qui, malheureusement, va en mal des valeurs africaines que nous avons naturellement ou très régulièrement prônées. Ça, il faut le dire et il faut le décrier. Moi, j'ai écouté cette femme et j'ai envie de vous dire que j'ai eu totalement mal au cœur de l'entendre dire que elle n'a malheureusement pas eu gain de cause, contrairement aux autres qui ont souvent eu gain de cause. Mais je vais lui dire qu'elle continue à se battre et qu'elle n'oublie pas qu'il y a également une justice divine. Mais si elle a écrit jusqu'à la présidence de la République, elle a écrit au niveau de la DGSN, elle a saisi les institutions, en l'occurrence le ministère de la Justice. Est-ce que ces éléments et toutes ces saisines ne sont pas suffisamment éloquentes pour entraîner au découragement? Non, qu'elle ne se décourage pas. Ça, je lui dis en tant que mère, la main sur le cœur, qu'elle ne se décourage pas. Il y aura c'est-à-dire, dans tous les corps de métier, il y a ce qu'on appelle des brebis galeuses. Moi, je vais le dire. Dans le corps de l'enseignement, on en a des gens qui se sont retrouvés là simplement parce qu'on voulait avoir un matricule et enseigner. Je ne veux pas le cacher. Dans le corps de la justice, on en a. Dans le corps du journalisme, vous le savez, nous avons des journalistes qui sont, je ne veux pas dire faire un portrait de ces journalistes, mais vous comprenez de quoi je parle. Je continue à dire qu'elle continue à plaider, qu'elle continue à pleurer comme elle le fait là. Elle tombera un matin sur un juge qui a la main sur le cœur et qui portera ce projet. Et j'ai envie de dire, à côté de ce juge qu'elle attend de tout son cœur, il y a cette justice divine qu'elle ne devrait également pas oublier. Ça, je vais le dire avec beaucoup d'énergie. Il ne faudrait pas qu'un découragement, qu'une situation amène ou alors entraîne au découragement. Non, c'est ce que je ne voudrais pas. Et en même temps, je ne voudrais pas qu'on prenne un cas isolé pour en faire une certaine généralité. Ça va décourager à la dénonciation. C'est ça le problème. Et on ne va pas résoudre le problème. J'ai souvent dit, j'ai un mot que j'adore sur les faits sociaux, dénoncer. Dénonçons. Ne nous décourageons pas de dénoncer. Et je vous dis, on n'aura pas gain de cause aujourd'hui, mais à force, heureusement qu'on a maintenant les réseaux sociaux qui sont venus nous faciliter la tâche de la dénonciation. Certainement, lorsqu'elle parle de ses enseignants, j'ai envie de dire qu'elle doit certainement avoir une image de ses enseignants, une photo, parce que c'était l'ensemble de ses élèves. Alors, si moi j'étais à sa place, ça je lui dis là aujourd'hui, j'ai commencé à porter plainte, ça n'a pas marché, j'ai appelé le tribunal, non, j'ai appelé le rien. Moi, je commence à mettre les photos de ces gars et j'écris là, pédophile. Et on peut tomber.
elle peut tomber sur le coup de la loi, c'est-à-dire exposition des images d'une personne sans autorisation. Je vais aller plus loin. Bien sûr. Je dis bien, à un moment, on veut se comporter comme autrui. Lorsqu'on a de la douleur. Est-ce que vous savez que j'ai vu la photo de Nadal? C'est-à-dire la photo de viol, tout le monde a vu cette photo. Et je me suis permise de dire à ma fille, ma dernière fille qui a 13 ans, je lui disais, maman, on fait ça à mon enfant, je te tue. Vous est-ce que j'ai dit à l'enfant? Vous êtes à la télévision. Oui, mais c'est ce que je vous dis, c'est encore plus tard que hier que je parle de ça à l'enfant. Je lui dis, vous faites ça à ma fille, je vous tue. Est-ce que quelque part, le disant, ce n'est pas un aveu que vous faites de l'échec de notre système judiciaire? Non, c'est par dépassement, c'est-à-dire par... La douleur est extrêmement grave. Et quand je finis, je suis allée plus loin. Je lui dis, dès que je finis de vous tuer, je vais à la police, je dis, bon, vous voulez arrêter quelqu'un, me voici. Mais je crois que j'aurais le sentiment de, pas satisfaction, d'avoir rendu justice. Mais d'avoir fait quelque chose parce que je vois mon bébé souffrir. Donc, pour montrer combien c'est douloureux. Et je continue à dire à cette femme, forcément, elle a l'image de ces enseignants-là, qu'elle les publie. Vraiment, on dit trivialement au Cameroun, à un moment, ça sort. Comme ça sort. Alors, merci, docteur Marcel Simot. Pierre Claver Kodo, on prend un peu la chute du docteur Marcel Simot. On fait ça à mon enfant, je te tue. Alors, si une intellectuelle de sa trame peut arriver à cela... Je suis pas très loin de cette décision également. Bon, justement, si vous arrivez à cette décision, est-ce que ce n'est pas là une traduction de l'échec de notre système social et d'ailleurs notre système judiciaire qui est peut-être à revoir absolument. Est-ce qu'aujourd'hui, avec la multitude des cas qu'on a eu par le passé, si l'on appliquait par exemple la peine de mort, la peine capitale, est-ce qu'on se retrouverait toujours encore, avec... qui n'est pas appliquée, il y a des condamnations récentes qui ont été faites, mais jusque-là, on attend justement les jours d'exécution. Alors, si par exemple, on revenait à cette peine capitale, Pierre Claver Kodo, est-ce que cela permettrait que les lignes changent, que les gens aient un peu peur? Dit-on, lorsqu'on sombre dans ce genre de choses, c'est qu'on a perdu 3 choses, la honte, la peur et l'étonnement. On n'a plus peur du tout au Cameroun. Je crois que si on applique la peine de mort, les choses vont se remettre en place. Et le problème même, c'est pour être donc condamné à mort, il faudrait que la justice fasse son travail. Mais si la justice devient complaisante... Ou alors un instrument pour régler les comptes. Un instrument pour régler les comptes, on ne va jamais y arriver. Je me souviens, il y a quelques années, j'ai enquêté sur un cas de proxénétisme. Donc, il y avait un réseau qui enlevait les jeunes filles et qui les offrait, qui les installait dans des maisons closes. Et la maman était victime, m'a approché. On a travaillé, on a pu identifier jusqu'à la maison où les enfants étaient gardés. Mais pour les extraire de là, ça a été très difficile. Parce que ce n'est pas des choses anodines, c'est des organisations criminelles. Heureusement, on a pu finalement, grâce à l'appui d'un agent des forces de l'ordre qui certainement s'est dit, écoute, je ne fais pas partie de ce bordel-là, je vais foncer. Et on a pu sortir, mais la procédure, justement, au niveau des tribunaux, n'a jamais prospéré. Mais tout au moins, la maman a pu récupérer ses enfants et les ramener à Yaoundé. Est-ce que ce n'est pas regrettable? Vous l'avez dit, la procédure n'a jamais prospéré. Est-ce que cela déclenche dans l'imaginaire de celui qui nous écoute une certaine complicité de la justice face au crime? C'est des réseaux assez puissants. Lorsque vous prenez même déjà sur eux de mener ce type d'activité, ça fait que vous êtes couvert. Parce que vous avez des clients, appelons-les comme ça. Les proxénètes ont des clients, et ce sont ces clients qui les couvrent, mais leurs noms ne seront jamais mis. Ils influencent les procédures à distance. Voyez-vous, s'il faut parler du rôle de l'État, je crois que c'est à ce niveau-là que je pense qu'il faudrait que l'État frappe du poing sur la table en renforçant à travers la reprise des exécutions, la reprise des condamnations à mort. Il faudrait que l'État y arrive. Sinon, l'État va se retrouver dans une posture de complaisance et de complicité. Or, la société, les enfants, la société a besoin de sécurité. Mais si, une fois, 2 fois, 3 fois, ou alors chaque fois que cela arrive, les victimes se sentent abandonnées à elles-mêmes parce que les bourreaux se retrouvent en liberté, et là, la question devient très, très préoccupante.
Et la justice, justement, devrait donc se remettre à flot pour relever les défis de l'évolution contextuelle de notre société, parce que ça fait aussi partie de l'évolution contextuelle de notre société. Si la justice ne peut pas se rattraper ce gap, ça signifie que ceux qui sont censés gérer la justice sont questionnables. Et s'ils sont questionnables, c'est parce que justement, il y a des cas qui se répètent et qui ne trouvent pas de solutions. Par exemple, le témoin de cette dame, quand vous suivez attentivement cette dame, vous vous rendez quand même compte qu'elle s'est beaucoup battue jusqu'à présent, mais sans une suite favorable. Pourtant, si c'était un autre cas, allez donc savoir pourquoi ça ne prospère pas. Certainement parce que parmi ceux qui sont censés gérer ce dossier, il y a des complices de ceux qui commettent ces crimes. Et c'est là que ça devient compliqué. Comme c'est compliqué, il faut que l'État prenne ses responsabilités et que l'État encadre davantage les cas de violation, de viol, de proxénétisme et de pédophilie. Il faut les lois existent. Maintenant, il faut passer. Ça dépend de la décision d'un ministre. Hein. C'est-à-dire le ministre peut décider qu'il remet à flou. Parce qu'on ne va pas toujours attendre le chef de l'État. C'est des lois qui existent déjà, il faut les appliquer. Il suffit que le ministre chargé de la justice tire une décision pour exiger au juge d'appliquer les lois prévues dans notre législation, et puis ça va s'arrêter. Malheureusement, on ne sait pas pourquoi ça ne vient pas. Alors, on ne sait pas pourquoi ça ne vient pas, mais vous savez également cette affaire qui a défrayé la chronique. Effectivement, au sommet de l'État, lorsque l'homosexualité, par exemple, est interdite, on a eu des enfants des hautes personnalités au sommet de l'État même qui se sont exhibés dans des comportements qui sont pratiquement répréhensibles par les lois camerounaises. Alors, on reste avec Martial Nouefeman. Alors, Martial, on interroge un autre aspect. Lorsque, sur le plan judiciaire, la machine qui est censée se mettre en place ne se met pas en place, il y a une sorte de déception chez les personnes qui sont abusées. Est-ce que cela peut avoir un impact psychologique sur des gens qui sont pourtant des victimes, mais qui deviennent pratiquement des bourreaux, ou alors qui ne sont pas, on va le dire, épaulés par la justice qui est censée les protéger? D'accord, merci pour votre question. En entame, j'aimerais d'abord déconstruire quelque chose. Je pense qu'il faut éviter, pour l'inconscient collectif des personnes qui nous suivent, de tomber dans le piège du tout ou rien. L'État ne fait rien. Ça n'aide pas. Il ne faut pas négliger les micro-actions qui sont quand même posées par des maillons de ce même État. Moi, je vous ai toujours dit que je vais toujours féliciter le professionnalisme, par exemple, de la gendarmerie nationale. Vous n'allez pas sous-estimer les actions que certains procureurs font, qui ne sont pas peut-être relayées, mais qui sont connues. Donc, pour moi, il ne faut pas tomber dans ce piège parce que, justement, avec ce genre de phrases, plutôt aggraver la psychose, aggraver l'insécurité des gens, ça n'aide pas. Et lorsque nous le disons, il faut dire que finalement, les moyens de protection traditionnels que nous avons, la famille, l'école, sont assez fragilisés. Ce n'est pas que l'État qui a la charge de protéger les enfants et la population, mais c'est une affaire de responsabilité. Mais rassurez-vous, le parent qui est négligent envers son enfant, mais peut être frappé de la loi si cet enfant, par exemple, a été abusé. Donc, si vous êtes un parent, l'enfant a été abusé, vous n'avez pas été attentive, mais lors d'une enquête, si l'enquêteur s'acharne sur vous, ben, vous pouvez passer. Vous pouvez aller en prison pour négligence. Mais lorsqu'on le dit, cela signifie aussi que pour résoudre ce problème, oui, on va mettre la mort. Mais monsieur Elon, condamner quelqu'un à mort maintenant, en public, pendant que vous le condamnez, il y a 100 pédophiles qui sont en train de faire ça dans le pays. Mais ça ne résout pas le problème. Alors, on fait quoi concrètement? Concrètement, qu'est-ce qu'il faut faire? Parce qu'on s'achemine vers la fin de ce sujet et il faut trouver des pistes de solutions. Alors, si en une minute, on vous demandait 3 solutions, que diriez-vous? Dans un premier temps, première chose, il faut faire une étude locale sur cette pratique. Étudier la psychopathologie de ce passage à l'acte. Il faut interroger les acteurs. Il faut bien les étudier et comprendre comment tout ça se met en place. Est-ce que c'est dans le cadre d'une industrie du crime? Est-ce que c'est dans le cadre personnel? Deuxième chose, il faut capaciter les parents à identifier la détresse chez l'enfant. Parce qu'un enfant de 2, 3, 4 ans ne communique pas comme un adulte de 32 ans. Comment est-ce que je peux identifier que cet enfant a une détresse, a certainement vécu quelque chose d'horrible? Et la troisième chose, je pense que dans le discours, surtout des leaders d'opinion et autres,
il faut éviter la stigmatisation. Évitons la stigmatisation parce que ça n'aide pas. Restons dans un langage constructif pour apporter des solutions. Parce qu'en haut, il y a bien des gens qui veulent aider, mais parfois ils ont besoin d'être outillés. Merci. Alors, avant de revenir sur le plateau pour la dernière prise de parole, encore le dernier tour, on va interroger la position de l'Église. Justement, il est en ligne avec nous, pasteur révérend Emmanuel Magouette. Lorsqu'on voit cette recrudescence de viol, c'est à glacer le sang, c'est pratiquement antisocial, ces valeurs qui vont à l'encontre de ces valeurs africaines que nous partageons. Mais sur le plan religieux, lorsqu'on a des choses comme ça qui se répètent, est-ce qu'il faut accuser un tout petit peu de l'exotérisme? Enfin, est-ce qu'on va mettre ça sous le compte des actions exotériques et des sectes mystico-religieuses qui se mettent en place à chaque fois, pasteur? Bonsoir, monsieur le journaliste. Justement, en ce moment, nous sommes inquiets. Nous sommes inquiets par rapport au cas de la petite Laval qui a été violée à double sens. Sa mère qui manifeste parle bien d'un viol qui se serait passé au sein de l'établissement où fréquente la petite. Je pense que les enquêtes sont en train d'être faites pour en réalité définir si c'est dans cet établissement ou pas. Mais je crains bien qu'un enfant de cet âge ne puisse mentir. Je crains. Alors, mais les spécialistes en enquête, ça veut dire la police judiciaire, la police gendarmerie, nous diront. Ce que nous devons comprendre, c'est que moi, je pleure. Je pleure pour mon pays. Vous me voyez, je suis en noir là. Parce que depuis l'arrivée de cette histoire, je suis dérangé. D'abord, c'est l'Église tout entière, les hommes de Dieu. Nous sommes dérangés de savoir que nos enfants sont devenus de plus en plus en insécurité. Nos enfants sont en insécurité de plus en plus de jour en jour. Je pense que le gouvernement, l'État, doit prendre des mesures qui s'imposent, des mesures rudes pour éradiquer le mal. Déjà, il faut qu'on le sache. Entre-temps, j'ai vu le sous-préfet pleurer. Mais moi, ça m'a un peu intrigué parce que quand je me rappelle qu'en 2025, nous étions en mois de mars ou de mai, le sous-préfet scellait les églises par centaines. Et il voyait des mamans, des papas qui sortaient avec des petits-enfants, les enfants de cet âge-là, et qui devaient dormir à la belle étoile. J'avais dit cela sur vos antennes. C'était vous qui présentiez cette émission à 102-137, ce jour-là. Vous avez les bandes avec vous, où je disais, est-ce que le sous-préfet a regardé l'aspect social? Est-ce qu'il s'est posé la question de savoir où est-ce que ces gens vont dormir? Ce qu'il ne sait pas, c'est que cette même nuit-là, ceux qui dormaient à l'église se sont retrouvés comme ça, dehors, exposés à de n'importe quoi. Ce n'est pas parce que des cas n'ont pas été enregistrés ou bien parlés dans les réseaux sociaux. Il y a eu des cas comme ça. Donc, ces pleurs, pour moi, il a juste à avoir le même courage qu'il a eu quand il fermait des églises de façon abusive. Alors, ça nous laisse quand même sur notre fin. Pasteur, si on reste, la question reste toujours posée. Est-ce que là, il faut mettre ça dans le cas, disons les choses telles qu'elles sont, de la sorcellerie ou alors de la magie? Je pense qu'un travail de fond doit être fait. C'est ce que j'ai l'habitude de vous dire. Quand les gens n'ont pas la crainte de Dieu, moi je parle de la fermeture des églises. On doit donc comprendre aujourd'hui le rôle que les églises ont au sein des sociétés. Vous pensez que quelqu'un qui a la crainte de Dieu, quelqu'un à qui on a prêché l'évangile, peut prendre un enfant de 2 ans, même charnellement parlant, quel est le plaisir qu'on éprouve en allant avec un enfant de 2 ans? Dites-moi un peu, si ce n'est pas de la sorcellerie. Ah. Alors que les gens arrêtent donc les pratiques mystiques, que les gens arrêtent de faire tout n'importe quoi pour le bien de notre pays, pour le bien des générations à venir. Alors, l'association des techniciens pour la protection des droits de consommateurs et des droits humains au Cameroun dénonce ces abus. En même temps que je joue le rôle de serviteur de Dieu. Les mots me manquent. L'école devait être scellée en attendant que les enquêtes se prononcent de façon officielle. On doit sceller cette école, cet établissement doit être scellé. Ça, ce sont les mesures que vous préconisez? Le ministère de l'Éducation de base prend d'autres dispositions pour voir comment gérer
Les enfants qui sont en classe d'examen, ça veut dire qu'ils vont préparer le CEP pour le concours d'entrée en 6e. Je pense que les concours sont déjà passés pour le CEP. Parce qu'on ne va pas aller agir de façon aléatoire, dire oui, bon voilà, c'est arrivé, mais comme il y a la classe. Non. Il y a une sanction qui s'impose. D'abord, fermer l'établissement. Parce que si l'établissement est fermé, je pense que le promoteur aura le temps de mener aussi des enquêtes pour connaître ce qu'il a fait. Mais en même temps, soyons soumis aux enquêtes. Essayons aussi de voir, d'avoir un esprit libre, ouvert, pour voir si ce n'est pas également un acte qui a été causé ou bien posé hors établissement. C'est pourquoi nous sommes obligés de nous confier aux enquêtes qui seront faites par des spécialistes de la police judiciaire pour connaître réellement qu'est-ce qui est arrivé à notre enfant, bébé Daval. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Merci. Merci justement, pasteur. On comprend en substance, pour lui, pour l'homme de Dieu, c'est la sorcellerie. Alors, 1 minute pour chacun. Quelle solution directe et rapide? S'il faut proposer cela au gouvernement qui nous écoute en ce moment, alors quelles mesures rapides? 3 au total. On dirait quoi, docteur? Honnêtement, d'ailleurs, je pensais à ces 3 mesures, mais je crois que la première, lorsque l'action est posée, on va tout de suite penser à la conséquence, à la sanction qui va s'en suivre. Et je peux être d'accord avec sanction extrêmement forte qui est la peine de mort, parce que la plus forte, c'est naturellement la peine de mort. Mais la deuxième élément, la deuxième sanction et action plus importante que je voudrais que l'État y pense, parce que déjà sur le plan du code ou alors des textes de loi, il y a déjà des textes bien établis pour cela, mais comme mettre l'accent sur la peine de mort. Mais la deuxième, je voudrais qu'on sorte un fichier des pédophiles, vous comprenez ce que je veux dire, c'est-à-dire, et qu'il soit publié de manière régulière. C'est un peu comme l'ordre des avocats, l'ordre des docteurs, c'est-à-dire quand on dit les docteurs du Cameroun, vous pouvez vous-même cliquer et commencer à voir. Donc, qu'on pense comment sortir un fichier de ces personnes-là qu'on va publier de manière permanente, et puis ça va entrer peut-être dans ce qu'on appelle la sensibilisation. Ça peut amener les autres à ne plus le faire. Mais le troisième élément qui est très important, j'invite les parents à doubler de vigilance, parce qu'en réalité, vous allez vous rendre compte que tout ce que nous disons là, tout ce que nous faisons là, il y a une responsabilité première parentale. Que les parents reprennent un objectif, c'est-à-dire se redonnent, parce que les parents hier, ou du moins aujourd'hui, je l'ai toujours dit, ont démissionné pratiquement de leur mission. Je le dis avec des larmes aux yeux, mais c'est la réalité. Les parents ont démissionné de leur mission, et il est temps que les parents s'arrêtent et reprennent en main leur véritable mission. Et la première mission de tout parent, je crois qu'on ne me dirait pas le contraire, c'est protéger ses enfants coûte que coûte. Je vais prendre un exemple pour terminer. J'ai souvent vu dans les écoles primaires des maîtresses ou alors des enseignantes venir à l'école avec leur bébé et déposer. Vous voyez, parce qu'on a le souci de protection, le souci de contrôle. Donc honnêtement, que les parents redéfinissent un nouveau modèle de protection de leurs parents dans un contexte sociétal extrêmement violent. Merci, docteur. 3 mesures, effectivement, que proposeriez-vous, Pierre-Claver Nkodo, en 1 minute? La première mesure est presque l'unique, d'ailleurs, à mon avis. Il faut renforcer le dispositif judiciaire contre aller jusqu'à la peine de mort et les exécuter. Parce que vous savez, pour faire une société, pour faire des omelettes, il faut casser les uns. Oui. Sinon, on doit tourner en rond, tenir de longs discours, de longs débats. Pendant ce temps, le phénomène doit continuer à prospérer. Il faudrait que ceux qui posent ces actes-là sachent qu'ils doivent s'attendre à une condamnation à mort ou bien une peine d'emprisonnement extrêmement sévère, et en cas de condamnation à mort, qu'il soit exécuté. La deuxième mesure, j'y reviendrai sur la troisième de docteur. Il faudrait que les parents prennent leurs responsabilités et aient du temps pour leur progéniture. À 3 ans, l'enfant a besoin de la présence de ses parents. À 3 ans, davantage, parce qu'il rentre de l'école, il doit échanger avec le père, il peut échanger avec la mère, et il a besoin de cet environnement pour mieux s'épanouir. Donc, la responsabilité de l'État, je ne sais pas très bien, l'État vient en dernière position simplement parce que l'État n'est pas en contact permanent avec les enfants dans le foyer. Mais l'État, la position de l'État devrait rejoindre la première mesure que j'ai dictée. C'est-à-dire sur le plan judiciaire, oui, avec des sanctions exemplaires. Exemplaires, et que ça... franchement exemplaire. Que ce soit de nature à décourager les prochains violeurs. Les prédateurs potentiels. Et d'ailleurs, il le dit dans un ouvrage, je crois que c'est La Peste, Arthur Koestler et Albert Camus, oui. La société brandit les têtes coupées pour que les prochains candidats au meurtre élisent leur avenir et reculent. Quelles mesures, Nadal? En ce qui concerne les mesures, moi je pense que l'État doit jouer son rôle.
parce que l'État sait quel rôle il doit jouer. Celui de protéger sa population. Ils ont les leviers et ils ont toutes les lois à leur disposition. Deuxième chose, s'ils veulent vraiment et qu'ils pensent aimer vraiment les Camerounais dont ils gouvernent, ils doivent faire ce qu'on appelle la sensibilisation. Et cette sensibilisation, ils peuvent prendre le cliché sur ce qu'ils sont en train de faire actuellement ou bien ce qui a pris fin hier ou avant-hier, je pense. Vous appelez ça quoi? Le recensement. Le fait qu'ils ont recruté des jeunes Camerounais pour recenser les Camerounais, ils peuvent voir dans quelle mesure utiliser cette même technique-là pour pouvoir sensibiliser les populations et les ménages. Parce qu'à partir de cette sensibilisation-là, les ménages pourront mieux s'adapter à la situation. Et troisième proposition, si l'État, au-delà de tout ce que nous avons dit ici, n'arrive pas toujours à sécuriser ces populations, alors les populations doivent elles-mêmes se sécuriser. Parce que la première sécurité vient de soi-même avant que l'État n'intervienne. Merci. Ce sera donc effectivement, on va le dire, 2 minutes ou encore 1 minute 30 pour chacun sur cette deuxième thématique que nous allons rapidement aborder, celle relative effectivement aux 700 000 numéros de téléphone, ou du moins 700 000 numéros de téléphone à bloquer. C'est donc une instruction du gouvernement. Le gouvernement, donc, via la Direction générale des douanes et les opérateurs de téléphonie MTN Orange, et bien évidemment Camtel, a donc lancé une mesure visant à bloquer l'accès au réseau au téléphone non dédouané. La question va d'elle-même. Vous étiez le dernier à prendre la parole. C'est vrai que vous avez commencé. Alors, Pierre Clavin Kodo, quelqu'un achète son téléphone qui est passé par les mailles de la douane et il est sanctionné. Comment cela s'entend? À qui la faute? Il faut qu'il rentre en contrebande aussi. Oui. Et l'État a besoin des recettes. Mais maintenant, si ce n'est que pour si peu, l'État aurait pu créer d'autres niches de recettes. On voit par exemple, si les téléphones passent en contrebande, il y a beaucoup de produits qui passent en contrebande, les produits de consommation courante. Parce que c'est aussi très facile de sanctionner les importateurs de téléphones mobiles en menaçant de bloquer ceux-ci. Pourtant, moi je pense qu'il y a d'autres niches. Il faudrait que ceux qui s'occupent de nos finances fassent preuve davantage d'ingéniosité et de créativité pour pouvoir exploiter d'autres niches. Parce que c'est trop facile. Il y a 700 000 téléphones qui seront bloqués, mais les gens ont investi dans ces téléphones. Ça peut provoquer des émeutes, ce n'est pas exclu. Ça peut provoquer des mécontentements. Or, l'État doit anticiper. Qu'est-ce qu'on ferait des mécontentements à ce moment lorsque vous avez acheté votre téléphone? Ou alors, tout au moins, c'est réduire le taux. Le taux, parce que je crois qu'il parle de 33%, c'est très élevé. C'est-à-dire que j'achète un téléphone à 10 000 francs, à 100 000 francs, je paye 33% de C'est-à-dire que 33 000. Voilà, c'est 33 000, mais ça donne quand même 133 000 pour le téléphone. Ils auraient pu, pour motiver, pour encourager les Camerounais à adhérer à ces démarches, ils auraient dû réduire, puisque rien. Et puis c'est une mesure qui va désormais rentrer dans le quotidien, dans la gestion des finances publiques camerounaises. Donc 33%, c'est énorme à mon avis. On peut ramener ça, je ne sais pas, 15-20%. Et les gens seront motivés. Puisque de toutes les façons, à partir des opérateurs de téléphonie mobile, on peut se connaître la valeur du téléphone. Il y a une mercuriale, on peut connaître la valeur du téléphone. Je crois que pour encourager les Camerounais à adhérer à ce type de mesures, l'idéal serait, compte tenu du contexte des misères actuelles, l'idéal serait quand même de baisser le taux à un niveau raisonnable. Peut-être lorsque vous avez acheté un téléphone à 100 000, que vous vous retrouvez obligé de payer 15 000 francs, parce que ces 15 000 francs-là, si ça rentre effectivement dans le budget public, permettent d'alimenter les caisses du Trésor. Donc, la mesure alimenter les caisses du Trésor, alors que la mesure n'est pas mauvaise, mais il faut l'alléger. On n'a pas, les Camerounais souffrent. Les Camerounais souffrent beaucoup. Si quelqu'un se sacrifie pour acheter un téléphone à 100 000 et vous lui demandez de vous verser 33 000, ça fait quand même trop. Beaucoup préféreront même ne plus utiliser le téléphone. Ils vont utiliser le Chironco de 10 000. Comment le dit. Voyez-vous? Merci. Oui. Alors, Nadal Bencom, on a 700 000 téléphones. Le projet était de bloquer 700 000 téléphones, mais on se souvient, il y a 2 jours, le gouvernement a fait une sorte de volte-face. Qu'est-ce qui pourrait, selon vous, expliquer ce recul? Pierre Claver parlait peut-être d'une crainte, d'une émeute, ou alors est-ce que c'est lié peut-être à une année préélectorale? Parce que dès l'année prochaine, on sait que on sera rendu dans le cadre des élections législatives et municipales.
Je ne saurais être dans la tête ou bien dans l'imagination de ceux qui ont pris cette quelques décision. Signaux et pense, quelques indices de lecture. Mais je pense, comme pour rappel, c'est une mesure qui a été prise depuis 2023. Oui. Une loi de finances de 2023. Vous voyez, de 2023 jusqu'à 2026, le gouvernement n'a rien fait. C'est-à-dire quoi? N'a pas informé le peuple, n'a pas informé sa population que, à compter de telle date, nous allons passer à telle phase. Et vous voyez, on est en 2026, ça tombe comme un couperet dans les ménages au sein de la population camerounaise qu'à compter de fin mai, je pense que c'était mai ou avril comme ça, qu'on va commencer à vous taxer à 33% sur l'achat de chaque téléphone non dédouané. Vous comprenez que c'est une mesure qui a été bien pensée, mais qui n'a pas été vraiment mise en branle pour que le simple Camerounais puisse comprendre où on va. Et là, ça cause un problème parce que les Camerounais, comme venait tantôt de dire le papa, les Camerounais ont d'abord du mal à se nourrir. Ils ont du mal à joindre les deux bouts. Et quand ils viennent encore augmenter une taxe sur un téléphone, près de 33%, je pense que c'est énorme. Et ça pourra causer les remue-ménages. Et c'est en train de vouloir causer les remue-ménages. Je pense que c'est peut-être dans cette optique-là que ceux-là qui ont pris cette décision ont dit non, il faudrait d'abord qu'on fasse un peu une pause. On essaie d'expliquer afin de pouvoir l'implémenter. Et je pense que c'est une bonne action. Ou bien c'est une bonne manière de voir les choses. Parce que s'ils vont au forcing comme ça, il y aura beaucoup de dégâts qui pourront se passer. Parce que les petits commerçants qui se battent vont dire comment on fait pour s'en sortir. Et il y a aussi des réseaux de dédouanement au niveau du port, au niveau de l'aéroport. Vous allez vous rendre compte que c'est un circuit où des choses passent. Et si on commence à aller là, vous allez vous rendre compte que beaucoup de choses vont se révéler, qu'il y a des choses qui entrent et qu'on n'a pas de contrôle. Merci. Nadal, docteur Marcel Simot, est-ce que les 700 000 téléphones qui seront bloqués, la question peut être posée aussi ainsi, est-ce que cela va couvrir ces dépenses incroyables parfois qui sont en contradiction avec la réduction du train de vie de l'État par exemple, ces hautes autorités qui roulent toujours carrosse alors qu'on dit que l'État a des problèmes? J'ai envie qu'on voie la chose autrement. Hein. Dites-nous. Je suis très embêtée lorsque je vois les uns et les autres, de manière générale, pas sur ce plateau, à l'extérieur, réagir face à cette loi. Au fond, et d'ailleurs les deux l'ont dit, au fond, c'est-à-dire à la base, lorsqu'on regarde le texte, la loi là comme ça, là, à l'entame, elle n'est pas mauvaise. Oui. Mais moi, ce que je voudrais, et je crois que c'est ce qu'ils ont tenté de dire, à moins que je sois en train de me tromper, que le consommateur soit protégé. Oui. Moi, c'est ce que je veux dire, que le consommateur soit protégé. Et lorsque j'ai fini de dire que le consommateur soit protégé, je suis en train de vouloir demander à l'État, n'est-ce pas, de réguler ce secteur d'activité en réalité. Parce que le téléphone, c'est pas comme le bout de pain qu'on achète dans des boulangeries. C'est-à-dire, dès que je sors de balafon là, et puis je veux voir le bout de pain à vendre où on vend partout dans les États. Non, il faudrait qu'on régule cette activité. Et lorsque je parle de régulation, c'est responsabiliser les personnes qui veulent entrer dans ce secteur. Je crois que l'organe en charge a mis sur la table 3 éléments qui permettront, n'est-ce pas, aux consommateurs qui veulent avoir un téléphone d'adopter des nouveaux comportements. C'est-à-dire qu'il faut contrôler par un numéro de téléphone. Tout à fait, si le téléphone est dédouané. Dédouané ou pas. Et puis on te dit, au cas où il n'est pas dédouané, il faut jouer sur le coup parce que un moment viendra où tu serais contraint de le faire toi-même, donc du coup le prix va baisser. Maintenant, s'il n'est pas dédouané, s'il est dédouané, maintenant vous pouvez l'acheter en toute liberté. Maintenant, on a encore démontré notre cas selon lequel, lorsque vous rentrez de l'extérieur avec un téléphone, il faut vous arrêter directement à l'aéroport et le signaler. Donc je vois que dans ça, un désir de réguler un secteur d'activité, parce que la première problématique qui se souligne là, c'est que nos frontières sont fragiles. Alors, ça, il faut Docteur Marcel Simot, 30 secondes, on veut rester logique et on parle à une scientifique. C'est-à-dire que l'État serait peut-être en difficulté. Il faut à tout prix retrouver ou encore trouver des moyens et moyens pour, on va le dire, renflouer les caisses de l'État. Mais pendant qu'on s'attaque au téléphone, il y a l'or de Minimatap, de Mbalam, entre le fer de Mbalam et tout le reste, où ces minéraux qui sont bradés. Est-ce que quelque part,
on n'est pas en train de jouer à un jeu que personne ne comprend. On donne l'impression qu'on veut protéger les caisses de l'État, renflouer les caisses de l'État, mais en même temps, on ouvre d'autres portes qui font partir, notamment les devises du Cameroun. Il vous souvient d'ailleurs que le Cameroun a perdu pratiquement 15 000 kilos d'or, alors qu'au niveau de nos agences de douane, on déclarait 4,2. Je suis en train de dire, vous voulez m'obliger à prendre le point que vous soulignez. Vous parlez des caisses de l'État. Mais je vous dis, je suis dans la logique de la régulation d'un secteur d'activité. Oui. Voilà comment je perçois la chose. Et je ne voudrais pas que l'État se limite simplement au téléphone portable. J'ai envie de vous dire aujourd'hui, même dans le secteur des médicaments, de contrefaçon, il y a un travail qui est en train de la rue, il y a un travail qui est en train d'être fait là-dessus. Et je veux que l'accent également soit mis dans ce secteur d'activité-là. Et il y a bien d'autres secteurs d'activité qui doivent être régulés ou du moins réactualisés pour pouvoir, n'est-ce pas, amener non seulement les acteurs de ce secteur d'activité à adopter des comportements non seulement citoyens mais responsables et les consommateurs maintenant à être protégés. Moi, c'est ce que je veux. Je ne voudrais pas voir le désir de niche parce qu'en réalité, si vous voulez parler des impôts et des taxes, j'ai envie de vous dire que l'État a tous les moyens et toutes les stratégies pour vous amener, pour essayer à réguler, à renflouer ces caisses. Donc, ne prenez pas ça comme une stratégie de renflement des caisses. Non, ce serait mal perçu. Prenons ça comme stratégie de régulation. Vous avez donc la parole et vous la gardez. Vous la gardez. L'actualité est également tourne autour, notamment de ces examens de fin d'année, en l'occurrence le bac. Et la question qui se pose, le bac d'hier aujourd'hui, ce diplôme a-t-il toujours le même prestige ? Oui, j'ai envie de vous dire que le bac reste le bac. Vous n'allez pas me dire que le Là, bac on parle à l'université, à l'enseignant de l'université. Oui, le bac reste le bac parce que vous n'allez pas me dire que le bac de 1950 est différent du bac de 2026. C'est simplement ce qu'il faut observer, c'est que il faut tenir compte du caractère dynamique de notre société. La société n'est pas restée statique, non. La société a évolué. Et parce qu'elle a évolué, il y a beaucoup d'autres éléments qui vont évoluer avec elle. Maintenant, je comprends très rapidement que vous vouliez qu'on mette l'accent sur les performances, sur la performance de celui qui l'obtient ou alors de l'élève en classe, l'apprenant en classe de terminale. Là, ce serait une autre problématique qui va souligner les contenus d'apprentissage parce que nous, enseignants, nous plaignons là-dessus très régulièrement qu'on a l'impression aujourd'hui que nos contenus d'apprentissage sont devenus comme les plans d'ajustement structurel. Vous comprenez ce que je veux dire? Ouais. C'est-à-dire on vous impose des systèmes qui ne vont pas en adéquation avec vos véritables réalités. Est-ce que cette imposition, 30 secondes, lorsqu'on essaye de regarder les chiffres, on a 30 000 bacheliers dans les années 90, on est aujourd'hui à 500 000 et poussière 2025-2026. Est-ce que c'est une sorte de nivellement par le bas ou alors les enfants sont devenus plus forts? Non, les enfants ne sont pas devenus plus forts, mais permettez-moi là, j'allais oublier même, et ça c'est un crime d'lèse-majesté, de féliciter le ministre de l'enseignement secondaire pour des nouvelles initiatives qu'elle a prises depuis il y a 2 ans aujourd'hui. Et ça, d'ailleurs, on le crie très souvent à la veille ou alors au lendemain des résultats des examens, comme le baccalauréat. Vous voyez qu'aujourd'hui, pour votre baccalauréat, les verrous semblent très vissés maintenant. Hier, on était dans les 9 où on avait les délibérations, ça et là. Mais j'ai envie de vous dire que du primaire, c'est-à-dire du CEPE, jusqu'au baccalauréat aujourd'hui, on n'a plus la notion de délibération. C'est 10 ou rien. C'est quand on s'est rendu compte en réalité que en prenant les 9 et en les rajustant, en réalité, on n'aidait pas les enfants. Il fallait les mettre en condition de travail et il fallait les mettre en situation réelle d'apprentissage. Et l'accent n'est plus simplement mis sur le bac pour l'obtenir, mettre dans la poche, mais l'accent est beaucoup plus mis pour les compétences à acquérir. Est-ce que ceux qui obtiennent le bac sont ceux qui ont des compétences réelles pour pouvoir affronter la société qui est violente, d'ailleurs, qui est extrêmement violente. Merci. Voilà la question qu'on devrait se poser. Nadal, Betcom, on a le bac, de plus en plus, on se le met en poche. Mais est-ce que le bac d'aujourd'hui est-il un bac qui peut ouvrir la voie, par exemple, au monde de l'emploi, comme hier? Est-ce qu'avec un bac aujourd'hui, on peut travailler? Je ne pense pas, parce que nous avons les exemples sous nos yeux. Ceux qui ont eu le bac des années 90-2000, directement trouver un emploi à faire, trouver quelque chose à faire. Et ceux qui ont commencé à partir de 2002, 2003 jusqu'alors, ont de la peine à trouver du boulot. Pourquoi? Ils ne sont pas compétents? Ou alors c'est le taux de bacheliers qui a explosé? Le taux de bacheliers non seulement a explosé, mais maintenant la société en elle-même, ou l'État en lui-même, n'a pas suivi l'explosion de ces bacheliers-là qui arrivaient, en créant des poches de boulot, de travail. Ça fait en sorte que beaucoup de jeunes entre nous, nous avons vu des vidéos et des émissions par ailleurs où des gens sont diplômés,
mais n'arrivent pas à trouver un travail. Des gens qui ont du bac, mais qui n'arrivent pas à faire une lettre sans faute. Nous voyons ça dans nos familles. Ça veut dire que l'enseignement qui était au départ bien pris en compte, et maintenant, c'est deux choses bien différentes. Il y en a ceux qui vont vous parler du bac ou du BPC de Ndamjoya, ou si tu n'avais pas un certain niveau de notes, tu ne pouvais pas accéder ou bien avoir accès à ce parchemin-là. C'est-à-dire, si tu avais moins de 7 ou 7, on te collait. Tu revenais après 3 années ou plus. Mais maintenant, ce n'est pas le cas. Que l'enfant ait 6 de moyenne, 3 de moyenne ou 2 de moyenne au bac, l'année prochaine, il revient. Ça veut dire que là, on a faire un peu ce qu'on appelle... Une régression. Une régression et aussi un laxisme au niveau de l'éducation. Et en ce qui concerne la valeur du bac actuellement, les premiers bacs... Vous sortez par là? Oui, je sors par là. Les premiers bacs des années 90, voire plus, 80, c'était parce que l'éducation en ce moment-là était pour remplacer les Blancs qui occupaient les fonctions dans notre pays. Et après ça, il nous faut maintenant des jeunes Camerounais capables d'aller à la compétition avec le monde extérieur. Et quand nous voyons... en réalité, si on vous comprend, ça devait être beaucoup plus corsé. Bien sûr, parce que ce qu'on voit actuellement, ce n'est pas le cas. Nos jeunes... ça ne fait pas sourire en termes de baccalauréat. Merci Nadal. Alors on sort avec vous, Pierre Clavenco, devant 1 minute également sur cette thématique. Vous qui êtes dans les deux époques, c'est-à-dire l'époque 90 et peut-être moins. Et jusqu'à aujourd'hui, quand vous regardez, vous faites une sorte de comparaison, est-ce que le prestige du bac est toujours resté le même? Non, le prestige du bac est resté le même. Maintenant, c'est la finalité. Oui. Lorsqu'on a eu le bac, qu'est-ce qu'on devient? Et c'est là où c'est la question qu'il faut aborder de manière audacieuse pour trouver une réponse. Je pense que il ne s'agit pas de produire des bacheliers, il s'agit de produire des diplômés capables d'apporter de la valeur ajoutée au développement du Cameroun. Et ça passe par la réforme totale du système éducatif. Et ma docteur a fait sociologie. Moi, si ça dépendait de moi, on allait davantage encourager les jeunes à faire des filières technologiques, relations internationales, par exemple, et sortir un peu de la littérature. Vous imaginez que la plupart des pays aujourd'hui qui sont en tête du développement, je prends le cas de l'Iran, qui produit 300 000 ingénieurs par an, dont 60% des femmes. 60% des femmes. Il y a la Chine qui en a 1 million, il y a la Russie qui est dans les 500, 600 000. Voilà. Tous ces pays-là ont pu s'approprier les leviers de leur développement grâce au système éducatif, aux réformes de leur système éducatif. Pourquoi est-ce qu'on ne devrait pas? Le Cameroun a un potentiel énorme. On a les mines, on a le bois, on a le pétrole, bref, on a l'agriculture. On a tout. Mais s'il n'y a pas de gens prêts, soit à travailler pour exploiter, pour transformer ces richesses, ou alors à créer des micro-entreprises, mais étant déjà eux-mêmes des bons techniciens, nous allons continuer à tourner en rond. Il est question de procéder. Nous, au PUR, nous pensons qu'il faut réformer tout simplement le système éducatif et le mettre en adéquation avec les besoins en développement de notre pays. Merci Pierre Clavenco, merci Nadal Betcom, merci à vous Dr Marcel Simon. On referme effectivement ce programme avec cette maxime. Autrefois, il était écrit sur le fronton d'une université: pour tuer un peuple, vous n'avez pas besoin de missiles à longue portée, il faut tout simplement toucher le système éducatif. Et au bout d'un moment, vous êtes sûr que vous aurez les médecins qui tuent, les architectes qui font tomber les bâtiments, entre autres journalistes qui rendent la mauvaise information. Sur ce, madame, messieurs, les micros sont coupés, mais les débats continuent chez vous. À dimanche.